balle pour Jean-François Larios qui la rattrape. Larios qui faisait sa rentrée, il avait été victime d'une fissure à la côte. Balle pour Elie et c'est Rocheteau d'une tête qui louvoie la barre transversale. Car le ballon allait heurter le poteau, mais de l'autre côté, Marx, le numéro 2, voyez comme les arrières alsaciens attaquent. Specht et une tête de Wagner sur le bas du montant d'Ivan Kurkovic. Nous sommes ici à la 63e minute. Vous voyez comment ces attaquants alsaciens tentent leur chance dans toutes les positions. Kurkovic n'était pas loin, fort heureusement il y avait le poteau. Les Bleus encore devaient se déployer, toujours à la recherche de ce deuxième but. Et dans quelques instants, ils allaient être récompensés de leurs efforts grâce à Francis Piazetti qui reprend ici une balle que lui adressait Wagner. 2-0, 65e minute. Lameno un peu tendu se détendait car ce deuxième but offrait tout de même une bonne marge de sécurité à l'équipe strasbourgeoise. Que l'on revoit ici sur ce deuxième but, centre de Wagner. Piasecki à la réception, Santini est là, mais le ballon file entre les jambes du numéro 5 des Verts. Ce point aurait dû en quelque sorte libérer Strasbourg. Au contraire, il devait s'en suivre quelques minutes de relâchement. Et il s'en suivait aussi cette réaction stéphanoise avec Santini, Lacombe, le numéro 14 qui était Borel, Elie, Lacombe, Elia Rocheteau et un tir dévié par un Strasbourgeois, Dominique Dropsy, encaissant ici un but, c'est son 6e cette saison. Strasbourg étant de loin la meilleure défense du championnat. On revoit ce 2-1 qui redonnait aussi l'espoir aux Stéphanois. Dominique Rocheteau, toujours très opportuniste, c'est son 9e but de la saison. 2-1 dans un tel match, on ne sait jamais. Strasbourg dominateur pouvait commencer à douter et Saint-Étienne retrouvait tout doucement sa personnalité. C'est un peu ce qui allait se produire dans le dernier quart d'heure où les Strasbourgeois se montraient tout de même assez angoissés. Mais finalement, il était normal que l'équipe strasbourgeoise ne perde pas le bénéfice de sa démonstration. Le score n'allait plus changer malgré cette tentative, 2-1. Le leader chez lui a allié, on peut le dire, réalisme et spectacle. 23e match de Strasbourg sans défaite. Du coup, les Verts de Saint-Étienne sont déjà à 6 points du premier du championnat. Alors les résultats sont assez secs, 6 points de retard sur Strasbourg, vous avez l'habitude des calculs, alors que peut-on dire à l'issue de cette journée? À l'issue de cette journée, je crois que 6 points de retard, ça commence à devenir important. Et c'est surtout notre 4e défaite. Et je crois que pour un club qui veut espérer être champion de France, il ne faut pas perdre plus de 6 matchs. Alors la marge d'écart est très petite maintenant. Strasbourg a eu de très nombreuses périodes impressionnantes. Ces périodes vous ont parfois rappelé la grande époque si proche des Verts? Je trouve que Strasbourg est une équipe plus que moderne à l'avant-garde parce que c'est une équipe avec des joueurs très mobiles, des défenseurs qui s'engagent, des joueurs qui appellent le ballon, des passes redoublées. Enfin, c'est une équipe qui est impressionnante. Alors, reste à savoir si, comment dirais-je, sur le plan européen, elle sera capable de jouer de cette manière. Je pense qu'il faut qu'elle joue de cette manière pour pouvoir s'imposer. Précisément, avec l'avènement de Saint-Étienne, on a parlé d'un football professionnel à 100%, d'un travail sérieux, appliqué. Alors Gilles Bagrès, peut-on dire qu'à Strasbourg, on s'entraîne un peu à la stéphanoise? Je ne sais pas si les Stéphanois sont entraînés comme nous, on s'entraîne en ce moment, mais une chose est certaine, et je ne dis pas ça pour faire la démagogie, mais je crois que le déclic est venu, le déclic du football français est bien survenu de l'avènement de l'AS Saint-Étienne, et je crois que c'est dû en grande partie à Robert Herbin. Maintenant, je ne sais pas si Strasbourg s'entraîne beaucoup plus que d'autres équipes. Je ne le pense pas, sincèrement. Ce que je demande à mes joueurs, tout simplement, c'est d'être professionnel à l'entraînement, professionnel pendant le match, mais aussi et surtout professionnel avant et après le match. Alors, dans quelques jours, il y a la Coupe d'Europe. Comment ça se présente pour Strasbourg? Eh bien, je crois qu'on va commencer à y penser à partir de ce soir. Pour le moment, nous n'avons pas eu tellement l'occasion d'y penser parce qu'il y avait ce match de Saint-Étienne qui nous attendait. Donc, à partir de ce soir, nous penserons à ce match du contre Alsborg. Mais d'ores et déjà, je peux dire que ce sera un match qui sera extrêmement difficile parce que, contrairement à ce qu'on a bien voulu dire et écrire,
ces Suédois, ils ont toujours été parmi les meilleures équipes parce qu'ils ont toujours participé à la Coupe du Monde, d'une part. Et d'autre part, c'est une équipe qui est très physique et qui aussi joue avec ses moyens un football d'engagement. Donc ce sera très difficile pour nous. Qui eût dit il y a 2 ans, quand Strasbourg évoluait en 2e division, avec les difficultés inhérentes à ce genre de situation, qu'aujourd'hui, il dominerait le football français, 5 points d'avance sur le 2e, et représenterait la France dans une Coupe d'Europe. Personne, pas même l'Alsacien le plus optimiste. Alors nous avons voulu connaître mieux cette équipe de Strasbourg. C'est un portrait que Georges Dominique nous ramène. Il est tout chaud. Il a été filmé ces jours-ci à Strasbourg par un Strasbourgeois, en l'occurrence Georges Dominique, pour ne rien vous cacher. Pour le touriste, Strasbourg, c'est sa cathédrale, sa choucroute, ses maisons à colombage ou ses cigognes. Mais à cette vitrine, on peut désormais ajouter son équipe de football, le Racing. Une équipe qui a le vent en poupe, première du classement, 5 points d'avance, imbattue en championnat depuis 23 matchs, soit février dernier. Jamais en 40 ans de professionnalisme, Strasbourg n'avait aussi bien tourné. Je crois que le Racing Club de Strasbourg a changé complètement d'idée, de vue. Et je crois que nous devons surtout ces bons résultats à la venue de Gilbert Grest et aussi à la venue d'une nouvelle équipe dirigeante qui a pris le club en main. Strasbourg, un cas d'espèce, leader avec 13 joueurs anti-vedettes. Dans les buts, Dominique Dropsy, 26 ans, connaît également les buts de l'équipe de France. Défenseur Jean-Jacques Marx, 21 ans, 1,80 m, il marque de la tête. Léonard Specht, 24 ans, stopper avec la France contre Anderlecht. Jackie Novi, libéraux, 32 ans, champion avec Marseille, voudrait l'être avec Strasbourg. Raymond Domenech, 26 ans, l'indéracinable lyonnais, a trouvé ici une seconde patrie. Milieu de terrain, Jackie de Guépérou, 30 ans, un capitaine sobre et vaillant comme son équipe. Roger Jouve, 29 ans, un espoir qui retrouve une deuxième jeunesse. Francis Piasecki, 27 ans, poumon indispensable de la formation. Roland Wagner, 23 ans, après une sévère blessure, arrive à son top niveau. Joël Tanter, 27 ans, un breton barbu et têtu et insaisissable. Enfin, Albert Gemrich, 23 ans, un joueur déroutant, droit ou gauche, une force de frappe. Et puis hier soir, sur le banc de touche, l'espoir André Wyss avec le moustachu René Deutschmann. Non loin de là, le myope Gilbert Gress, à 36 ans, le jeune entraîneur de Strasbourg, a formé une équipe tout à fait dans son optique. Les conceptions de Gress sont simples sur le papier. Chaque joueur doit être disponible, chacun participe au jeu et doit être prêt à recevoir le ballon. Quand on possède ce ballon, tout le monde attaque. Quand on le perd, tout le monde défend. Cela nécessite bien sûr une condition physique parfaite. Alors, Strasbourg est-il mieux armé que les autres sur ce plan-là? Je ne sais pas si les autres sont dans aussi bonnes conditions physiques que nous. Ce que je sais, c'est que mes gars sont prêts sur le plan physique, c'est vrai, mais qu'ils sont également prêts sur le plan de l'intelligence de jeu et qu'ils sont aussi prêts sur le plan de technique. Parce que je crois qu'on ne peut pas être leader du championnat avec 4 points d'avance. On ne peut pas rester invaincu pendant près de 8 mois s'il n'y a que le physique. Je crois que mon équipe a l'intelligence de jeu, le physique et la technique. Ici, les mots qualité et sérieux reviennent souvent. L'entraîneur strasbourgeois exige que ses hommes soient professionnels jusqu'au bout des ongles. Cela veut dire par exemple que 24 heures avant chaque match, les joueurs quittent leur foyer pour se regrouper. Pour les derniers arrivés, c'est un peu le grand chambardement. Jackie Novi, vous avez l'impression de redécouvrir ou de découvrir un autre football? Oui, surtout, je crois, au point de vue un football enthousiaste et surtout l'engouement d'une région, qui est la région d'Alsace. Francis Piasecki? Un football physique et total, et une très bonne ambiance. Raymond Domenech? Non, je ne crois pas que le football soit différent. Je dis, il est simplement mieux réussi que dans les autres clubs. Roger Jouve? Nous avons ici un engouement auprès des spectateurs, à mon avis maintenant c'est... Mais du vélo. Sans la coulisse, ça a aussi beaucoup bougé. À la préfecture du Bas-Rhin siège le nouveau président général du club, l'ancien ministre André Bord.
Il est entouré par l'arbitre Robert Wurtz, attaché sportif auprès du Conseil général, et par Alain Léopold, président de la section professionnelle. Au Racing Club de Strasbourg, on s'organise, il y a une sorte de président de la République et un Premier ministre. C'est un magnifique vélo. C'est vrai ? Magnifique. Votre arrivée, est-ce que ce n'est pas un peu l'intrusion de la politique ou de la municipalité dans la vie du sport? Pas du tout, parce que je suis membre du Racing depuis près de 30 ans, donc j'y étais, je n'arrive pas. Bien sûr, j'ai pris des responsabilités, mais tout le monde sait à Strasbourg, et tout le monde sait, je dirais même à Paris, dans les milieux sportifs, que le Racing Club de Strasbourg, je le suivais depuis quelque temps avec beaucoup de soin. Et j'ai essayé de l'aider avec les moyens qui sont les miens de sortir des difficultés qu'il a connues. Donc c'est un sportif qui est là, ce n'est pas l'homme politique, ce n'est pas l'homme public. Cette première place, est-ce qu'elle était envisagée ou est-ce qu'elle n'arrive pas un peu trop rapidement dans la marche du club? Écoutez, il ne faut pas faire la fine bouche. Dès l'instant où une première place est acquise, comme nous aussi nettement, avec 4 points d'avance, il faut la prendre comme elle vient. Maintenant, envisager, vu l'excellente fin de saison de l'année dernière, je pense que c'est tout à fait normal que ce début de saison se passe bien. Cette position, les Bleus strasbourgeois commencent du reste à y prendre goût, d'autant plus que le Racing alsacien n'a jamais réussi à décrocher le titre. Et l'ambition, ça vous donne des ailes. Et puis dans cette équipe à 100% française, la seule du championnat, de bons résultats permettraient à certains de savoir que Strasbourg est bien situé de ce côté-ci du Rhin. Albert Gemrich, j'ai 2 journaux sous les yeux et on peut y lire notamment Strasbourg entre parenthèses RFA et par ailleurs l'allemand Albert Gemrich. Alors est-ce que ce genre d'écrit vous stimule, vous fouette sur le terrain? Ça, on ne peut pas dire que ça nous fouette sur un terrain. C'est malheureux que les journalistes ils écrivent ça. Je pense qu'avec les résultats de Strasbourg, les gens ils nous apprennent à nous connaître plus. Et je pense que normalement, il n'y aura aucun problème pour les prochains matchs de championnat. Pour l'instant, Gemrich et ses camarades respirent à plein poumon. Strasbourg est leader, la Coupe d'Europe un supplément alléchant. Cela suffit pour l'instant à ces jeunes gens qui n'ont pas encore connu pareille aventure. Voilà, c'est vrai que le football participe souvent à une meilleure connaissance géographique et des clubs comme Bastia et Strasbourg, effectivement, peuvent faire connaître aux gens des régions qui sont un peu excentrées et que l'on attribue souvent à une autre nationalité. Ça arrive encore. Dans cette soirée un peu folle du championnat d'hier soir, il y a eu 38 buts. Bon, vous en avez vu 9, je ne vais pas quand même vous infliger maintenant les buts restants. D'autant plus que nous avons d'autres sujets. Alors nous avons choisi de jeter un coup d'œil sur les 2 autres clubs qui cette semaine vont nous représenter en Coupe d'Europe. Nous allons voir donc le comportement de Nancy, puis celui de Nantes. Et il faut dire que le tout est satisfaisant. Le moral remonte dans le football français après la déception. Premier but pour Nancy qui jouait chez lui contre Marseille. Il est l'œuvre de Curbelo sur un coup franc de Rubio. Et puis Marius Trésor tire sur le montant, il a failli réduire le score. C'était d'ailleurs le score à la mi-temps, 1-0 pour Nancy. Tout était encore possible. D'ailleurs, les Marseillais qui jouent en maillot bleu vont essayer par Didier Six de revenir à la marque. Moutier était là, ce n'est pas encore pour cette fois. 61e minute, un corner, divers renvois de la défense marseillaise. Un dernier d'ailleurs par Marius Trésor de la tête et Humpériès qui vient de rentrer en jeu marque cette fois-ci. Nancy mène par 2-0. Un pénalty de Bacconnier sur Rouillet qui va le tirer. Zégnier qui bat Mijon 3-0. Le Forier-Dan, 70e minute, un coup franc. Rouillet le tire, tête de Humpériès, 4e but. Et 2e pour Humpériès, 87e minute, le calvaire marseillais n'est pas terminé. Seigné sert Rouillet qui trompe Mijon, 5-0. Cela est de bon augure, tout au moins pour Nancy bien entendu, à l'approche du match contre Copenhague. À Nantes qui reçoit Metz et les locaux mieux organisés et donnait l'assaut dès le début, ici par Rio qui a tiré sur Ray. Et puis à la 11e minute, Oscar Muller devait battre André Ray qui par ailleurs sera excellent. Les Nantais stabilisés par la rentrée d'Oscar Muller au milieu paraissent rassurés, comme d'ailleurs le prouvent ces images, le ralenti du but de Muller et Jean Vincent
paraît satisfait de la prestation de ses élèves, mais la tâche de Lisbonne paraît pourtant impossible. Il y avait ce soir une journée de championnat en deuxième division. Nous allons en voir immédiatement les résultats qui viennent de nous parvenir. Dans le groupe A, victoire de Martigues à Toulon par 3-1. Guignon, déjà vainqueur d'Avignon, bat l'autre leader Béziers. Deuxième défaite d'Avignon face à Besançon. Victoire d'Alès à Arles. Et enfin, Toulouse encaisse 3 buts à Saint-Dié. Ce qui donne au classement, premier Guignon, 11 points. Troisième, Béziers, 3 et Avignon, 10 points. Dans le groupe B, a remarqué la victoire de Rouen à Dunkerque, Châteauroux, qui tient Mulhouse en échec chez lui, Guingamp qui bat Rennes pour le derby breton, Limoges gagne à Melun, et Lens concède un match nul et encaisse ses 2 premiers buts de la saison. Au classement, premier Lens et Brest, 11 points, troisième Châteauroux, Rouen et Limoges, 10 points. Johan Cruyff a annoncé sa retraite avant le mondial. Alors quand un footballeur de ce talent et encore jeune annonce qu'il se retire, on a toujours un doute. On pense aux adieux de Mayol, vous savez, ce chanteur qui n'en finissait pas de partir. Mais quand on connaît mieux le caractère de Johan Cruyff, on peut se dire que cela est définitif. Il a refusé, le Hollandais, une fortune pour aller jouer régulièrement au Cosmos. Mais il avait accepté un match de gala. Alors nous avons voulu revoir Cruyff et toutes ses vedettes mondiales réunies à New York pour ce match peut-être de l'adieu d'un des plus grands joueurs du monde. Cela valait le coup. Les Américains nous ont fourni l'image. C'était le 30 août au Giant Stadium de New Jersey, dans une ambiance typique de show à l'américaine. Le Cosmos et Cruyff rencontraient les All-Stars, c'est-à-dire une sélection mondiale dont vous allez voir maintenant quelques participants. Tout d'abord, Emerson Leao, le gardien de l'équipe brésilienne. Number 10, Rivellino. Roberto Rivellino, qui joue actuellement en Arabie Saoudite. Riesbergen, le Hollandais de Bastia. Johnny Rep, l'autre Hollandais de Bastia. César Menotti, l'heureux entraîneur de l'équipe championne du monde. Enfin, Franz Beckenbauer, l'empereur, émigré au Cosmos, Johan Cruyff, le prince. Je dis le prince parce que le titre de roi est l'apanage du plus grand de tous les footballeurs, celui que la foule attend d'ailleurs sur ce terrain. Pelé, 2 syllabes presque synonymes de football. Dans les All-Stars en bleu, outre ceux que vous avez vus, figuraient aussi Oscar, Batista, Dena, Gallego, Cueto, Cubillas, Lato, Boniek, Holguin, Temin, Tarantini, enfin tout le Gotha mondial. Ici, vous allez le voir, sur une des attaques des All-Stars, un tir de Lato qui va percuter le poteau. Et voici Lato, le poteau, Cubillas, contré par Jackie Brand, l'excellent gardien du Cosmos de New York. Nous revoyons l'action au ralenti. L'action qui était partie de Cubillas lui-même, le tir de Lato. Et Cubillas encore, mais belle intervention du gardien américain. Holguin. Lato. Cubillas et regardez Rivellino. Le pied gauche toujours aussi efficace. Premier but pour les All-Stars qui mènent donc 1-0 et nous revoyons ce but réussi par Roberto Rivellino. Tir tendu au ras du poteau qui a tombé cette fois-ci Brand. 30e minute de jeu. Le roi, le voici. Johan Cruyff. Et tire sur Leao. Cruyff au ralenti. Redresse bien sa course, mais trouve Leao. Et puis l'autre action de ce Cosmos de New York menée ici par l'américain Tuer. En position d'ailier droit. Cruyff s'est fait oublier sur la gauche, progressivement. Le voilà tout seul en possession de la balle, avec son tir de l'extérieur du pied.
c'eût été un triomphe si Cruyff avait réussi à tromper ici Leao. Le public n'attendait que cela. Ils étaient 50 000 à être venus tout spécialement pour voir le prince européen du football, celui qui a refusé les dollars américains. Le Cosmos qui continue d'attaquer pour réduire l'écart. Beckenbauer, Cruyff. Regardez le service sur Quinaglia et tire à côté de Quinaglia dans la foulée. Trois grands joueurs européens à l'œuvre. Beckenbauer qui sert Cruyff et qui voit immédiatement Quinaglia. Très très bonne balle. Leao était bien sorti. Quinaglia cette fois-ci a raté, mais il est quand même le meilleur buteur du championnat américain. Un corner et un tir de Rivellino terrible. Regardez le plongeon de Brandt. Quand je vous disais que ce gardien américain était bon, c'est évident. Beckenbauer, Cruyff. Beckenbauer et tir de Cruyff. Et on se prend à rêver si ces deux hommes ici présents